7 mai 1954. Après 57 jours de résistance désespérée, les combats des forces françaises à Dien Bien Phu sont submergés par les soldats du Viet Minh, l'armée populaire de libération du Vietnam, soutenue par la Chine communiste. Dien Bien Phu était une bataille perdue dès son commencement. Des milliers de soldats français et vietnamiens y ont été sacrifiés. Les gouvernements français successifs de l'époque ne pouvaient pas admettre que le monde était en train de changer et l'ère coloniale sur le point de s'achever. Après 8 ans de guerre en Indochine, ils s'accrochaient encore à la perle de l'Empire. Avec l'aide américaine, ils étaient persuadés d'être le rempart du monde libre contre le communisme. Ces hommes et ces femmes sont les survivants français de cette bataille. Hantés quotidiennement par son souvenir, la plupart d'entre eux n'en a pourtant jamais parlé. Parce que la guerre d'Indochine est considérée comme une sale guerre. Parce que Dien Bien Phu représente la perte d'une bataille, d'une guerre et d'un empire, un tournant de l'histoire devenu tabou. 50 ans après, le moment est venu de leur donner la parole, de leur permettre de raconter avec leurs mots, leur Dien Bien Phu. Nous sommes les hommes de Bréchignac et de Bijard, l'élite des parachutistes. Mais cette fois, sans le savoir, nous sommes envoyés au carnage. Quand on a 20 ans, on dit toujours, tiens, quand même, ça fait un peu jeune pour mourir. On pense toujours à ces moments très très durs. Et on a du mal à oublier tout ça. On a du mal. Souvent on se dit, c'est dommage, on aurait dû éviter tout ça. On a perdu beaucoup de camarades pour rien, quoi. Quand vous voyez vos amis, vos copains mourir à côté de vous, etc., c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Nous sommes des soldats professionnels. Notre mission, sécuriser la vallée de Dien Bien Phu, actuellement au territoire hostile. C'est l'opération Castor, une première vague de 2000 parachutistes, la plus importante opération aéroportée depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais des éléments Viet Minh nous attendent sur la zone de parachutage. Début difficile. Il y a eu des combats individuels entre des éléments parachutés et des éléments Viet Minh qui nous attendaient au sol. Et j'ai eu à mes côtés un infirmier qui a été poignardé. Et nous avons perdu également un médecin. Après, les deux compagnies de pointe ont beaucoup bataillé pour arriver à conquérir le terrain. Faut que tu surveilles tout le coin, par ici. Dien Bien Phu va devenir un camp retranché, étalé dans la vallée autour d'une piste d'atterrissage centrale. 13 km de long, 5 de large. 12 000 hommes et une puissance de feu écrasante. Des dizaines de points d'appui fortifiés, éloignés les uns des autres, pour laisser du champ libre à l'artillerie lourde. Ils reçoivent des prénoms féminins. Eliane, Béatrice, Gabrielle, Dominique, Huguette. Mais c'est vrai, nous sommes dans une large cuvette. On pourrait dire que c'est une erreur militaire que d'être ainsi dominé par ces collines. Et puis nous sommes dépendants des ravitaillements aériens. Dans ce cas, pourquoi sommes-nous là? Parce que Dien Bien Phu est sur la route du Laos, et on pense que le Viet Minh s'apprête à envahir ce pays que nous avons promis de défendre.
Les troupes Viet Minh venant de leur base à la frontière chinoise doivent passer par ici. Notre camp sera alors une proie magnifique, un piège auquel elles ne résisteront pas. Et c'est ici que nous les briserons enfin. Le grand match se prépare. D'un côté, le leader Viet Minh Ho Chi Minh, dont les forces contrôlent la plus grande partie du Vietnam. Il a rassemblé et formé une armée de 300 000 hommes, avec l'aide de 2000 conseillers russes et chinois. Les grandes puissances communistes considèrent le Vietnam comme le prochain pays à attirer dans leur camp. Le général Giap, commandant militaire du Viet Minh, est un adversaire impitoyable. Il s'est engagé à chasser les Français après presque un siècle d'occupation coloniale, quel qu'en soit le prix en vie humaine. Dans l'autre camp, le général Henri Navarre, commandant en chef du corps expéditionnaire au Vietnam, l'homme qui a décidé cette opération. Il croit son heure de gloire arriver. Le monde est lassé de cette guerre, même les Russes et les Chinois poussent la France à un règlement négocié. Alors que les pourparlers sont imminents, Navarre veut infliger une défaite majeure au Viet Minh pour que la France puisse négocier en position de force. Le problème, ce sont les Américains. Ils veulent que la France reste jusqu'à la victoire et nous utilisent comme les chevaliers du monde libre contre le péril rouge. Ils financent 80% du coût de cette guerre, 400 millions de dollars. Nous portons leurs uniformes, tirons avec leurs armes, conduisons leurs chars et pilotons leurs avions. Et nous avons choisi Dien Bien Phu pour forcer le Viet Minh à une bataille décisive. Tel est donc le schéma. Le général Giap soutenu par les Chinois et les Russes contre le général Navarre appuyé par les Américains. Les deux camps se dirigent vers un moment décisif de la guerre froide. Il fallait rendre la piste d'aviation utilisable pour nos engins. Et 48 heures après, les premiers avions légers se posaient et puis la piste a été remise en état très correctement. Et puis on a amené au cours des mois qui ont suivi et les canons et les chars en pièces détachées. Dans le camp, les gens commençaient à creuser des abris pour le PC, des abris pour les infirmeries, des installations défensives, des sortes de petits blocos. Or, nous n'avions pas l'habitude de nous enterrer. Et peut-être que là, la manière dont nous nous sommes enterrés n'était peut-être pas suffisante, mais il y avait aussi un problème de matériel. Pour construire des défenses solides, il faut peut-être amener du béton. Donc, c'est une question qui se pose. À ce moment-là, on est en pleine confiance. Nous sommes un bataillon qui gagne tout le temps. Et nous étions très bien encadrés. Nous étions presque en fin de séjour, expérimentés, n'ayant pratiquement pas eu de pertes. Nous n'avions, jusqu'au moment où nous avons sauté à Dien Bien Phu, nous n'avions perdu aucun officier pendant tout le séjour. En 20 mois de séjour, nous étions un bataillon qui gagnait. Nous savons que le Viet Minh fait mouvement vers nous. C'est une bonne nouvelle. Notre piège fonctionne. Mais combien sont-ils? Et où sont-ils? Nous, paras et légionnaires, on doit patrouiller dans les montagnes, trouver ces forces Viet Minh et tester leur potentiel. Premier mauvais signe. Les villages ont été évacués. Les habitants ont disparu. Notre boulot, c'est d'aérer, comme on dit, la région immédiatement autour du camp, d'en chasser l'ennemi pour y manœuvrer plus tard. Et l'ennemi reste introuvable. Mais lui sait nous trouver. Nous traversons ces positions camouflées, puis il ouvre le feu derrière nous, souvent à bout portant. Plus les jours passaient, plus les opérations qui consistaient à tâter les positions viettes tournaient effectivement au combat dur. Jour après jour, semaine après semaine, nos pertes s'accumulent. Et finalement, les sorties deviennent impossibles. Désormais, le camp est encerclé. La première opération qui nous a montré que déjà une partie du corps de bataille viet arrivait sur Dien Bien Phu, c'était au mois de décembre. Au mois de décembre, sur une opération au nord-est de Dien Bien Phu qui s'appelait le Phu Ya Tau.
Ensuite, au mois de janvier, en particulier une opération avec mon bataillon qui s'est déroulée au sud, nous avions eu 63 tués et blessés. Au mois de janvier, au sud de la cuvette. On a compris que là aussi, le corps de bataille Viet Minh s'installait autour de la vallée. Au fur et à mesure de la connaissance de l'encerclement viet, on pouvait considérer déjà que le piège jouait un peu dans l'autre sens. Chers parents, nous sommes ici depuis 2 mois. Peu importe ce que vous lisez dans les journaux, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. C'est calme ici. Nous sommes bien protégés. Nos 28 canons lourds anéantiront les Viets si jamais ils osent attaquer, ce dont on doute à présent. On aimerait qu'ils viennent. On veut les attirer sur un champ de bataille préparé à l'avance. Quant à leur artillerie, s'ils en avaient, comment la transporteraient-ils jusqu'ici, à travers des centaines de kilomètres de jungle et de montagnes? On a oublié complètement que les Russes étaient derrière, que les communistes chinois étaient arrivés au pouvoir, qui soutenaient, etc., etc. On a tout oublié. Vous savez, moi j'étais là le 30 janvier au soir, quand on nous a annoncé vers 6 heures du soir, ils vont attaquer cette nuit. Mais vous n'imaginez pas la joie que ça a été. On a dansé. J'assure, avec le chef de la compagnie verte du 6e bataillon avec qui j'étais, enfin je dormais dans leur souterrain là. Et on s'est attrapés, on a dansé tous les deux. Ils attaquent ce soir, ça va être... Quand on pense à la suite, hein, c'est effrayant. On ne pensait pas qu'au départ, Giap déciderait de mettre toutes ses forces. Il y a eu à un moment 5 divisions. Les 5 divisions Viet Minh étaient présentes à Dien Bien Phu. La surprise, ça a été et les camions russes Molotova, il y en avait quand même beaucoup, et on ne pensait pas qu'ils amèneraient et leurs munitions, et leurs vivres, et les renforts de troupes. Ils ont raclé vraiment tous les jeunes qu'ils ont pu trouver à droite à gauche pour alimenter leur bataille. Navarre n'y croyait pas. Et pourtant, c'était un officier de renseignement, et ben, il ne croyait absolument pas aux renseignements qu'il recevait. C'est une conjonction de faits et l'imbécilité, l'entêtement criminel, finalement criminel, de Navarre. Dien Bien Phu, c'était pas du tout une forteresse, c'était une plaine entourée de montagnes, mais il s'était pas du tout préparé pour une attaque par les montagnes. Or, les Viet Minh se sont installés sur toutes les montagnes autour et ils ont commencé à tirer sur Dien Bien Phu en plongée. Or, je me souviens, ce pauvre colonel qui commandait l'artillerie à Dien Bien Phu, le colonel Pirotte, quand je lui avais dit, mais mon cher colonel, si les Viet nous tirent dessus pour le colonel, on ne tire pas en tir plongeant comme ça. Il m'avait dit, si j'étais votre père, je vous donnerais une fessée. Alors imaginez le choc dans tout le camp lorsqu'ils ont enfin ouvert le feu, avec cette artillerie à laquelle nous n'avions pas cru. 300 000 obus vont s'abattre sur Dien Bien Phu dans les semaines à venir. C'est l'attaque du 13 mars, c'est la surprise du 13 mars. Un des plus solides bataillons sur la colline Béatrice, un bataillon de Légion, un colonel commande l'ensemble et qui a eu tout le temps de s'installer, qui est là depuis 3 mois et qui tombe en quelques heures. On s'aperçoit que l'artillerie, d'une part,
est neutralisée parce que ses alvéoles sont visées par les Viettes et elle ne peut pas réagir et elle ne peut pas empêcher les canons Viet de tirer sur nous. L'attaque de Béatrice en particulier est celle qui a commencé un peu à marquer les esprits. Ça a été la confirmation que Giap avait l'intention de mener cette bataille décisive. Dès que Béatrice et Gabriel étaient tombés, ça voulait dire que c'était foutu, quoi. C'était foutu parce que... Et puis le moral, tous ces morts, tous ces blessés, non, c'était déjà foutu à ce moment-là. Nos points d'appui tombent, sont repris, puis tombent à nouveau. On contre-attaque. On inflige des pertes lourdes à l'ennemi. Giap perd trop d'hommes dans ses assauts frontaux. Il va sans doute revoir son plan. Nous verrons bien. On était tellement étonnés de cette masse d'artillerie qui nous tombait dessus. Parce que quand même des 10-15 000 coups à chaque fois, c'était beaucoup. Et voir les pitons au fur et à mesure tomber avec les duels d'artillerie, et puis la contrepartie ne se faisait pas, quoi. On était complètement dépassés. Ça... Le monde entier a les yeux fixés sur la citadelle de Dien Bien Phu et ses héroïques défenseurs commandés par le colonel de Castres. La bataille se poursuit depuis des semaines avec un acharnement inouï. Au ruée Viet Minh, nos unités ripostent par d'incessants contre-attaques et infligent d'énormes pertes aux troupes communistes. En ces heures décisives de la grande bataille, toutes nos pensées vont vers ceux de nos camarades qui, là-bas, combattent avec un héroïsme exceptionnel et tombent au nom de toutes les nations libres et pour le plus grand honneur de notre armée. Il y a eu 17 gouvernements pendant la guerre d'Indochine. Eh bien, ce manque de politique a fait que la France, en quelque sorte, a eu mauvaise conscience. Et que, d'autre part, vous aviez quand même un parti communiste qui était très important, qui avait un pourcentage important. Ce parti communiste sabotait nos munitions et les grenades explosaient dans les mains. Ce parti communiste envoyait des agents. Donc, la France était divisée, n'avait pas de politique, et ce corps expéditionnaire, effectivement, se sentait un peu perdu. Il y a incontestablement eu des formes d'action extrêmement activistes, où on a arrêté des trains de munitions, par exemple, des militants communistes. On cite souvent l'exemple de Raymond Dien, qui est une jeune femme emblématique, qui se couche devant un train chargé de munitions à destination de l'Indochine. Et puis, bon, les communistes mènent également une lutte, disons, plus directement politique, autour de l'affaire Henri Martin, par exemple, qui leur permet de rassembler un tout petit peu autour d'eux des bonnes volontés. Il commence à y avoir, au-delà des opposants traditionnels communistes ou compagnons de route, il y a quand même une fraction de l'opinion française qui dit que cette guerre n'a plus de fondement national, cette guerre épuise la France, et puis surtout que cette guerre est en train de dégrader rapidement l'image de la France dans le monde. Et c'est grave aux yeux de beaucoup de Français. Henri Martin est enfermé au bagne de Melun pour avoir écrit et diffusé des tracts contre la guerre d'Indochine. Les jeunes de mon âge, j'ai cherché à les emmener le plus nombreux possible au maquis. S'ils avaient été tués, j'aurais pas été satisfait qu'ils aient été tués, c'est évident. Mais j'aurais pensé qu'il fallait prendre le risque, comme je le prenais moi-même, pour libérer la France. Mais là, je dis, dans cette guerre injuste, je suis obligé de raisonner tout à fait autrement, parce que je sais que cette guerre, puisqu'elle est injuste, elle sera perdue. C'est une guerre pour rien, quoi. Et on fait tuer des jeunes Français pour rien. Donc, en luttant contre cette guerre, je lutte pour la vie de ces jeunes Français. Si les gouvernants avaient présenté au peuple français cette guerre d'Indochine... Pour rien. Donc, en luttant contre cette guerre, je lutte pour la vie de ces jeunes Français. Si les gouvernants avaient présenté au peuple français cette guerre d'Indochine, et en particulier les derniers événements de la guerre d'Indochine, sous un jour nouveau,
en parlant notamment de la défense du monde libre, de l'idéologie, le fait qu'il fallait stopper cette avance vers le sud-est asiatique, peut-être que le peuple se serait conduit différemment. Nous pensions que si nous étions là, c'était parce que notre pays nous demandait d'être là. Nous n'étions pas des mercenaires, nous étions l'armée de la France. On avait quelquefois le sentiment que nous étions oubliés, sinon abandonnés. Et les aviateurs ont eu une surprise qui a été le nombre de canons et de mitrailleuses antiaériennes que les Viettes avaient installées autour du point d'appui. Ça a été une grosse surprise et en particulier ceux qui en ont le plus souffert, c'était les avions de transport. On n'avait pas idée qu'on puisse avoir affaire à une DCA avec le terrible 37 russe sur affût quadruple, qui a fait par la suite, dans la guerre américaine du Vietnam, un véritable carnage, il ne faut pas l'oublier, de chasseurs et réactions. Alors imaginez-nous avec nos pauvres Dakota, qui n'étaient pas des avions faits pour la guerre, qui n'étaient pas blindés, qui n'étaient pas protégés. Un seul projectile incendiaire dans les réservoirs d'essence, c'était la boule de feu. Alors en plus, on a sous-estimé notre adversaire. Vous vous rendez compte que les premiers jours, on annonçait en clair à la radio notre arrivée, notre altitude de largage et la nature du chargement que nous avions à bord. Et vous pensez bien que les Viettes, ils avaient des postes de radio, ils écoutaient. Dans le mois d'avril, les Viettes ont commencé une nouvelle forme de bataille en creusant des tranchées pour s'approcher des appuis sur la partie centrale. Là, ils ont commencé à grignoter de façon à arriver au plus près des barbelés pour pouvoir ensuite mener l'assaut. Ils ont, dans une certaine mesure, mené cette partie de la bataille comme on l'a menée en 14-18. Ils faisaient des tranchées la nuit et nous, le jour, on allait reboucher les tranchées. Eh bien, chaque fois qu'on allait reboucher les tranchées, les Viet Minh nous voyaient reboucher les tranchées et nous tiraient dessus, et nous tiraient, nous bombardaient. Et chaque fois, il y avait des morts et des blessés. Et on savait, en allant reboucher les tranchées, si on était 20, qu'il y en a 3 ou 4 ou 5 qui allaient être blessés ou plus. Et alors, c'est cette angoisse qui était éprouvante. Ils ont étouffé complètement le camp. Ils ont fait des sapes, ils ont avancé jusqu'à étouffer complètement le camp. C'est comme un virus, c'est un microbe qui vous mange peu à peu. Radio France Asie. Les gouvernements français, américains, anglais, russes et chinois viennent de s'accorder. Après les premières attaques, une accalmie. La bataille peut encore changer de visage. Nous apprenons qu'une conférence va avoir lieu à Genève pour négocier l'avenir du Vietnam. Tout le monde parle d'armistice. C'est notre plus grand espoir. Mais est-ce donc si long à organiser? Et si le gouvernement est prêt à négocier, pourquoi n'arrête-t-il pas tout de suite cette bataille? Toutes ces vies perdues. Ne sont-ils pas au courant de ce qui se passe ici? Des renforts arrivent, mais petit à petit, avec des retards inexplicables. Nous sommes furieux. Hanoï ne tient pas ses promesses. Les renforts n'ouvrent pas nos pertes. Le commandement a envoyé quand même l'élite. Il a envoyé le commandant Botella, il a envoyé Brochignac, il a envoyé Bijard. Ils ont envoyé les meilleurs bataillons pour essayer de sauver l'affaire. Voilà. Mais enfin, c'était une erreur, mais c'était difficile à un commandant en chef de dire j'abandonne à ce moment-là. Mais j'aurais eu un grade très important, j'aurais pas continué comme ça jusqu'au bout. Parce qu'il faut être économe de la vie de ces hommes aussi. Et moi je l'étais, ou alors il y a des moments où on ne peut plus être économe, mais il faut payer le jeu comme eux.
Hein, pourquoi pas être tué aussi. Et moi, je regrette de ne pas être mort au combat, voyez-vous. C'était effectivement un crime que de continuer la bataille de Dien Bien Phu. L'artillerie française, qui était déjà inférieure dès le début de la bataille, est encore plus. Le ravitaillement par avion est devenu de plus en plus difficile. Après, ça a même été impossible. Les munitions, les vivres y tombaient dans le camp des Vietnamiens. Donc, c'était évident qu'on allait faire tuer des soldats français pour rien. Un raisonnement normal devait amener à une décision de négociation avec les Vietnamiens. Prendre acte que cette bataille qui était prévue pour casser les reins des Vietnamiens ne l'avait pas fait, donc de discuter avec eux, ne pouvoir faire tuer davantage de soldats. Les militaires faisaient leur travail, on leur disait d'alimenter la guerre, ils l'alimentaient, ils essayaient de la gagner ou en tout cas de limiter la casse, mais les politiques, pas tous confondus, mais la plupart des politiques quand même, et Georges Bidault par exemple, porte une énorme responsabilité. Je pense que Georges Bidault est un des principaux responsables de la perpétuation de la guerre et donc de la mort de nouveaux milliers de personnes, français bien sûr, mais également vietnamiens, sénégalais, maghrébins, légionnaires, enfin tous ces gens-là qui sont morts à Dien Bien Phu pour une bataille qui finalement a fait basculer la guerre du point de vue psychologique, mais à ramener les troupes là où elles auraient pu être un an plus tôt. Les Viettes contrôlaient le terrain d'aviation par leurs tirs. Donc le terrain d'aviation devenait inutilisable, donc plus de chasseurs qui puissent se poser et plus d'avions de transport qui puissent se poser. Nous n'avions pas d'évacuation de blessés. Et c'est ce qui m'a marqué, d'entendre jour et nuit les blessés crier, non évacués. Ça a été l'asphyxie de la cuvette. Oh, c'était un véritable enfer. Il y avait 40 lits à l'antenne principale et évidemment, en l'espace de quelques minutes, tous les espaces disponibles ont été encombrés par les brancards des blessés. Ce sentiment de voir ces hommes qui arrivaient sur des brancards couverts de sang et de boue. Et puis aussi ce sentiment d'impuissance que j'ai ressenti alors qu'on ne pouvait même pas les mettre tous à l'abri. Il y en a qui sont restés sur le terre-plein, qui étaient à l'entrée de l'antenne et qui ont été à nouveau blessés et même parfois tués. Et il y a eu aussi des moments terribles, les chirurgiens étant obligés, enfin le docteur Grovin étant obligé de décider entre un blessé de l'abdomen dont l'opération était longue et 5 ou 6 amputés. Il fallait choisir et c'était dramatique pour lui. Pas de lumière, les odeurs, il faut voir, hein, quand les blessés, il y avait des asticots dans beaucoup de plaies. Les médecins, là, les chirurgiens travaillaient, il fallait voir à la bougie, hein, pour des piqûres. J'ai vu une transfusion de sang faite à la lueur d'un briquet. Hein. Alors, vous voyez un petit peu les conditions. Et puis alors, de l'eau jusqu'aux genoux, dans les fonds de tranchées. C'était vraiment... On se demande comment les gars ont résisté comme ça. Hein. Ouais. Soldats de l'Union française, vous êtes les valets de l'Amérique. Les chiens aux ordres de vos maîtres français. Vous mourrez comme des chiens. Votre bataille... Nous sommes réduits à des poches de résistance. Et maintenant, le Viet Minh nous bombarde de propagande. Des centaines d'hommes ont déjà réagi en désertant. Un bataillon entier d'indigènes thaïs, des Algériens, des Marocains et des Vietnamiens engagés à nos côtés se sont réfugiés près de la rivière. On les appelle les rats de Nam Youm. Les parachutistes et légionnaires sont programmés pour aller jusqu'au bout, et c'est ce que nous ferons. Le camp, qui couvrait au départ 65 km² en est réduit à un seul. Les Viet Minh sont juste à quelques mètres. Leurs tranchées nous isolent. C'est bien nous qui sommes finalement piégés. De Viet Minh, usant de haut-parleurs, avait été jusqu'à lancer des appels à certains de nos chefs en prononçant leur propre nom de famille. Ce qui était aussi impressionnant. Parce que quand vous êtes combattant, quand l'ennemi vous appelle par votre nom, je pense que les personnes qui ont connu ça devaient quand même être impressionnées terriblement. Mais c'est horrible. Ça fait une peur. Ça fait peur, on n'imagine pas ce que c'est. Et tous les jours, et rétrécir. C'est affreux. Il faut plus de courage. Il faut plus de courage.
en défensive qu'en offensive. En offensive, on avance, on court, on crie pour se donner du courage. En défensive, c'est différent. On voit l'ennemi qui avance au fur et à mesure. Et on sait que si on ne l'arrête pas, il arrivera jusqu'à toi. Donc ça, c'est le vrai courage. C'est très impressionnant et surtout c'est ce fanatisme des gens qui hurlent, ces hordes qui ont un mépris total de la mort et qui foncent vraiment. Et pour eux, le fait d'avoir des pertes importantes pesait moins sur le commandement. Parce qu'ils avaient des relèves immédiates avec les troupes qui se tenaient à l'arrière et qui étaient prêtes à remplacer les pertes Viet Minh. Alors que chez nous, nous n'avions plus les relèves suffisantes. Au dernier moment, des parachutistes ont été parachutés, j'allais dire presque au compte-gouttes. C'est alors que par petits groupes venus de Hanoï, des camarades sont parachutés. Plus de 800 en tout, tous volontaires, même s'ils n'ont jamais sauté jusqu'alors. Ils veulent être à nos côtés alors que l'issue est proche. Malheureusement, notre zone est si réduite que beaucoup tombent directement dans les mains de l'ennemi. Les hommes sont faits de chair et de sentiments aussi. Regardez le nombre de gens qui ont sauté, qui savaient, qui se doutaient qu'ils n'en reviendraient pas. Enfin, au moins qui... Et ils ont été volontaires pour être avec les camarades. On y est surtout allé par solidarité, très profonde solidarité de combattants, la camaraderie de combat. Et c'est beaucoup plus net avec les volontaires non parachutistes. Ils sont venus rejoindre des anciens. Ils ont senti que tout se réglait, 4 ans, 5 ans, 6 ans de guerre. Et quelquefois, ils en étaient à 2 séjours. Ils s'étaient battus pendant des milliers de journées en Indochine et tout se réglait à Dien Bien Phu. Et ils se sont sentis obligés, pas obligés, mais un devoir d'aller se battre encore à Dien Bien Phu. Là, j'ai le commandement d'une unité de chars et je perds pratiquement tous mes chars et tous mes hommes en 48 heures. Je prends le commandement de mon char le matin en arrivant. J'ai déjà dans l'après-midi un char détruit par artillerie. Moi, personnellement, je saute en pleine nuit sur mine. J'ai des blessés à bord du char. Je rentre et dans les opérations d'entretien, les observatoires Viet Minh nous détectent. On a tout de suite un tir d'artillerie et je perds tous mes hommes. Tous mes hommes. Je me retrouve tout seul face à un char vide. J'avais même l'impression de porter malheur. C'était tellement puissant comme impression que j'avais l'impression de porter malheur à mes hommes tout en les commandant. Le compte journalier des morts et des blessés. Combien de blessés? Mais on a encore une bouffée d'espoir. On dit qu'une opération spéciale est en train de se monter. L'opération Vautour. Un bombardement massif des positions Viet Minh. Des discussions ont lieu au plus haut niveau avec les États-Unis, entre le ministre des Affaires étrangères George Bidault, le secrétaire d'État Foster Dulles et le haut commandement américain. Un vrai SOS. Les bombardiers américains basés aux Philippines sont prêts. C'est une question de jours. Nous n'avons qu'à tenir encore un peu. Le général Ely, chef d'état-major français, est envoyé à Washington. Avec son homologue américain, l'amiral Radford, il tente de convaincre le président Eisenhower de donner son accord à l'opération Vautour. La première idée avait été de bombardements massifs pour anéantir l'artillerie vietnamienne par les B-52 qui étaient basés aux Philippines. Ça leur paraissait déjà une bonne idée. Et si ça ne suffisait pas, là ça a été demandé officiellement, ça a été discuté officiellement, Bidault a demandé l'emploi de l'arme atomique. Donc cette opération commence à naître
Et un début de réalisation se met en place, de réalisation technique, c'est-à-dire que certains porte-avions américains arrivent dans le golfe du Tonkin chargés d'avions. Vous voyez que ça a quand même pris des proportions, l'internationalisation était vraiment aux portes. Des vols de reconnaissance sont effectués sur Dien Bien Phu. Mais Eisenhower ne donnera son feu vert que si ses alliés britanniques le soutiennent. Or, Churchill refuse l'opération. À quelques jours des négociations de Genève, un tel bombardement serait une totale stupidité. Il ne pouvait pas être ignorant que les Français ne seraient pas protégés des radiations atomiques. En plus, qu'ils ne pouvaient pas se replier, ils étaient encerclés. Donc, en demandant la bombe atomique, pour sauver la garnison française, en fait, il a condamné à mort. Je pense que là, il a eu une responsabilité énorme. On peut dire que la crise de Dien Bien Phu avec l'opération Vautour a été l'une des crises majeures de la guerre froide, avec l'opération des missiles à Cuba, avec la crise de Berlin. C'est une des 3 ou 4 principales crises de la guerre froide qui ont amené le monde au bord du gouffre, véritablement. Miraculeusement, nous avons réussi à tenir depuis 57 jours. Mais le carnage se poursuit, tranchée après tranchée, au corps à corps. L'intensité du combat cette nuit-là, c'était la dernière, donc vous voyez, les Viet Minh étaient partout. C'était un bruit infernal, des explosions partout. Ces combats étaient désordonnés, c'était un peu chacun pour soi. Il y en a beaucoup qui étaient déchiquetés. J'ai ramassé des fois même des hommes qui n'étaient même pas morts complètement, qui étaient sur le point de mourir. Un camarade m'a soutenu un petit peu, mais seulement il y avait des cris, des hurlements, on ne savait pas qui était qui, il faisait nuit, ça tirait, et on ne savait plus trop où étaient les amis et les ennemis. Ça a été pour le reste de la nuit des combats individuels, 3 ou 4 dans les tranchées, et vers 4 heures du matin à peu près, je me suis retrouvé de nouveau dans le PC qui n'avait pas été occupé par les Viet. Il y avait là la cour des miracles avec des gens blessés. Il y avait un radio Duval qui avait le crâne totalement ouvert. Il y avait des morts dans les tranchées, on les piétinait. J'ai vu là mon caporal-chef Lai Suyen qui était étendu, mort, et sur lequel j'avais les 2 pieds. Je ne l'avais pas réalisé dans la nuit. J'ai eu un légionnaire qui, je pense qu'il est mort après, qui nous disait tuez-moi, mais je ne peux pas rester comme ça, il avait perdu la vue. Bon, donc on a essayé de la ramener à l'antenne chirurgicale, mais on n'a pas pu parce que ça tombait de tous les côtés. Le dernier combat dure 20 heures. Nous tentons de défendre l'ultime position qui surplombe notre poste de commandement central. Cette colline de la mort, où le bataillon parachutiste de Bijar est presque totalement sacrifié, répond au doux nom d'Eliane. Au matin du 7 mai, le Viet Minh donne l'assaut final. Dans un premier temps, donc, il faisait sauter les barbelés avec des bangalores, des cylindres remplis d'explosifs, et ensuite il montait à l'assaut en hurlant. Et les premières pertes étaient pratiquement immédiatement couvertes la vague d'assaut suivante. Comme une vague de fourmis ou comme une vague de mer. Les gens arrivent les uns après les autres et malgré ceux qui sont tués, les autres continuent. Lorsque les premiers rangs Viet qui avaient réussi à percer dans des jets de grenades extraordinaires,
puis sauter dans les scies à percer dans des jets de grenades extraordinaires, puis sauter dans les tranchées pour arriver au corps à corps. Mais quand vous y êtes obligé, qu'on ne peut pas tirer sur les gens, de risque de se blesser ou de se tuer entre nous, et que l'ennemi est là, collant à vous-même, il n'y a qu'une issue, c'est la baïonnette. C'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc nous avons été obligés, pendant un certain nombre de minutes, pénibles, à en terminer comme cela. Et nous l'avons fait. C'est du sale boulot, et c'est comme ça. Dans la tranchée, vous savez, des fois, vous vous trouvez en face des miettes. Alors, qu'est-ce que vous faisiez là? Bon, c'est lui et c'est moi à vous tirer. Mais on l'a fait corps à corps. Et ça, c'est arrivé. Et malheureusement, il est arrivé un moment où nous ne pouvons plus tenir, plus de munitions, très peu d'hommes encore pour combattre. Ensuite, le gros de la troupe ennemie a investi d'une façon brutale et rapide la position. Nous avons été désarmés et emmenés. Au milieu de l'après-midi, dernière communication avec Hanoï. Le général Cogny, à la tête des forces terrestres du Nord-Vietnam, indique au commandant du camp que pour sauver l'honneur de l'armée, il ne doit pas y avoir de reddition, pas de drapeau blanc, mais un simple arrêt des combats à 17h30. Vous avez fait de magnifique jusqu'à présent. Bien, il voulait ici. Oui, c'est bien. Alors faites ça au mieux, on laisse tomber nos affaires d'elles-mêmes, sérénité. Ce que vous avez fait est trop bon pour qu'on fasse ça. Vous comprenez, mon vieux? Bien, mon général. Allez, au revoir, mon vieux. Ah, le pire, c'est lorsqu'on nous a dit, bon, le 7 mai, vers 4 heures de l'après-midi, on nous a dit, dans 1 heure, certainement, il faudra détruire toutes les armes et l'ennemi sera là pour nous prendre et puis nous amener, on ne savait pas où, c'est ça le pire. On ne savait pas à quoi on était destiné au moment où la bataille était terminée, quoi. Ainsi, c'est fini. Soudain, après 57 jours dans le vacarme incessant des tirs, le silence. Un silence surnaturel. La sensation d'être brusquement devenu sourd a duré plusieurs minutes. On pouvait s'estimer chanceux d'avoir survécu. Beaucoup d'entre nous pleuraient, sans honte. On avait fait de notre mieux. Mais on ne pouvait pas imaginer que pour nous, survivants, le pire restait à venir. À Genève, l'émotion provoquée dans le monde de la presse par l'annonce de la chute du camp retranché de Dien Bien Phu a surpassé la curiosité suscitée par l'arrivée à la conférence des représentants du Viet Minh. Le chef de la délégation, Phan Van Dong, est accueilli par M. Gromyko et le représentant de la Chine, Chou En-lai. La conférence sur l'Indochine s'ouvre sur une proposition de M. Georges Bidault pour un arrêt général des hostilités. Le lendemain, 8 mai, la conférence de Genève est réunie. Mais juste après cette défaite terrible, les délégués français ne sont plus en situation de force. L'objectif, la justification de Dien Bien Phu est un échec total. Une bataille pour rien. Le sort de l'Indochine est désormais entre les mains des congressistes de Genève. Quelle sera l'issue de la grande bataille diplomatique qui s'engage? Les visages hermétiques des délégués ne sauraient nous l'apprendre. Nous sommes plus de 10 000 survivants. Pour nous, c'est le début d'une longue marche de mort jusqu'au camp de prisonniers. Après des discussions interminables, les Viet Minh permettent l'évacuation de 850 des blessés vers les hôpitaux de Hanoï. Leur sélection est arbitraire.
Beaucoup de blessés graves sont contraints de rejoindre les colonnes de prisonniers et de marcher pendant 40 jours vers les camps dans la jungle. On était tous 2 ou 3 fois blessés, mais enfin, ça dépend des blessures, quoi. Moi, j'ai eu des petites blessures qui m'ont permis de... Mais pour la route, ça a été dur parce que j'étais blessé à la jambe et il fallait marcher. On a quand même fait plus de 700 km dans des conditions terribles. Et là, la blessure, elle a fait mal. Non seulement nous avions perdu la bataille, mais nous étions humiliés. Un prisonnier, c'est un homme nu. C'est un homme nu qui n'a plus, d'espérance d'action, qui subit. Beaucoup sont morts d'épuisement. C'est surtout les piments qui sont méchants. Ils se laissent mourir à bord de la route. Voilà, crever comme des chiens. Sans courage, sans rien, c'est ça. Vous vous battez continuellement, vous vous laissez mourir. Voilà. Dans ma session, on était surtout 4 amis, et des 4, il n'y a que moi. Les autres, je ne sais pas. Si seulement, parce qu'il y en a pas mal là-bas qu'on ne sait pas, parce qu'ils tombaient sur la route quand on marchait. Ils tombaient, on les laissait là et puis on repartait. Et voilà, et on ne peut pas vous dire, là, ces 4 là. Il y avait un Italien et 3 Espagnols. Et puis, La préoccupation dans le camp était surtout de rester en vie, de survivre, d'essayer de rester en forme, parce qu'il y avait beaucoup qui mouraient finalement. Il est mort davantage de prisonniers dans les camps de prisonniers que pendant la bataille des Dien Bien Phu. Puisqu'on a dit que la mortalité dans les camps de prisonniers était de l'ordre de 65% à peu près, peut-être même un peu plus. On est mort surtout par dysenterie, par choléra, par vitaminose, enfin toutes sortes, puisqu'il n'y en avait rien à manger, pratiquement à part une boule de riz, et c'est tout. Et les cours politiques. Cours politiques. Lavage de cerveau. Quand vous lavez le cerveau toute la journée, en vous rencontrant des inepties comme c'est pas permis, des montagnes de conneries, il faut dire la vérité. Comment peut-on détruire les gens? Parce qu'on est détruit pas par la bouffe, par manque de nourriture, on est détruit par le moral. C'est la pire des morts. Ça, c'est la pire des morts. En fait, l'hôpital, ça consistait simplement à dire c'est un hôpital. Il y avait un Viet qui se disait médecin et qui passait. Alors quand il voyait qu'un prisonnier était à la limite, au lieu de lui donner un peu de riz, on lui donnait ce qu'on appelait une petite soupe. C'est une soupe de riz, plus facile à avaler. Donc quand le médecin disait un tel va être maintenant la petite soupe, ça voulait dire qu'il en avait pour 2 ou 3 jours à vivre. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Vous en connaissez les clauses essentielles. 21 juillet 1954. L'armistice est signé à Genève. Le monde respire. Le Vietnam sera coupé en 2 à la hauteur du 17e parallèle, en théorie provisoirement. Le nord, que l'armée française devra quitter sous 300 jours, est donné aux communistes. Le sud, aux Français et à leurs alliés vietnamiens. Les conséquences de Dien Bien Phu ont modelé l'avenir du sud-est asiatique. Au moment de la conférence de Genève, et quand nous avons su que, en fait, bon, la France allait abandonner une partie de l'Indochine, nous étions prisonniers. Alors il y a eu 2 réactions. La première, qui est une réaction normale pour un homme, c'était la libération. La libération et surtout la libération de ceux de nos amis qui étaient encore vivants. Alors que on voyait les gens mourir chaque jour.
Ça, c'est la première réaction normale. Et la deuxième réaction, c'est dire tous ces sacrifices qui ont été faits depuis tant d'années. On se pose la question, est-ce que finalement tous ces sacrifices n'ont pas été vains? Nous, on a fait notre travail en ce sens qu'on s'est battu pour ce peuple qui ne voulait pas être communiste. Voilà, on s'est battu contre ça, en fait, contre le communisme, contre l'idéologie, pour empêcher tout ce déferlement sur le sud-est asiatique qui s'est passé par la suite. On était une barrière, en fait. Après, les Américains nous ont remplacés, mais c'est pareil. Hein, ils avaient tout ce qui valait comme force, comme matériel. Et ben, ils ont fait comme nous. On ne peut pas lutter contre des gens d'abord qui sont chez eux, qui se battent pour leur propre pays et qui sont endoctrinés. Ça, on ne peut pas. Voilà. Août et septembre 1954. Les prisonniers français sont finalement libérés selon l'accord de Genève. Après 4 mois de captivité, sur 10 000, ils ne seront que 3 000 à rentrer. Et beaucoup mourront peu après des suites de leur captivité. Les statistiques qui ont été faites, après coup, ont déterminé que pratiquement un tiers seulement des prisonniers avaient résisté à la captivité, avaient été libérés. Voilà. Toutes les conditions ont été réunies pour que les gens ne résistent pas. Ça a été quand même un immense gâchis, avec les atouts qu'on avait, avec les hommes qu'on avait, avec le courage qu'ils ont montré. En arriver là, ben effectivement, c'est décevant. C'était tellement bête. On a gâché les gens. Enfin, je crois que le haut commandement a été très responsable. Enfin, quand je dis haut commandement, les politiques aussi, hein, je comprends tout. Même encore aujourd'hui, vous voyez. C'est très dur à assimiler. Je les reverrai toute ma vie. Hein. Je ne peux pas oublier leur visage, leur sourire, leur parler, c'est impossible. On a du mal à oublier tout ça. On a du mal. Parce que très souvent, on se dit, c'est dommage, on aurait dû éviter tout ça. On a perdu beaucoup de monde, beaucoup de camarades. Pour rien, quoi. Le traumatisme, on ne le fait pas voir. On croit qu'on est bien, mais c'est en dedans. C'est en dedans que ça passe, tout ça là. Ma femme, si vous parlerez un jour avec ma femme, je ne sais pas. Je vous dirai que je marchais pendant des années dans le lit quand je dormais. Et puis, voilà, c'est inoubliable.